Bonjour à tous, je suis ravi d'être là où je viens à l'ENSIB, où je viens d'ailleurs depuis 2 ou 3 ans à l'invitation de Thierry Armakoff. Le thème de cette biennale, les transformations que le numérique fait subir aux acteurs du livre, m'intéresse d'autant plus que je suis enseignant dans des formations métiers du livre à l'IUT Paris-Descartes, où j'enseigne principalement la sociologie de la culture et les politiques culturelles en DUT métiers du livre, en licence pro bibliothèque et en licence pro édition. Dans ce cadre, mais aussi au gré des recherches que j'ai menées, j'ai été amené à réfléchir à la question d'évolution des métiers et aux mutations des contenus de la formation initiale. Alors, je ne vais pas pouvoir revenir sur l'ensemble des éléments présents dans le texte que j'ai transmis aux organisateurs. Je vais m'arrêter sur quelques points qui me paraissent essentiels. L'objectif est de pointer quelques questions sur l'évolution des activités des librairies au regard du fonctionnement d'un de leurs concurrents, que sont les plateformes de vente en ligne pour le livre imprimé. C'est leur troisième concurrent après les grandes surfaces spécialisées, et les grandes surfaces alimentaires. Donc je vais partir de quelques constats sur la situation des librairies indépendantes depuis, disons, le milieu des années 2000 et proposer ensuite un éclairage sur le fonctionnement des sites comme Amazon. Donc voilà, pour commencer par quelques constats, l'essor du commerce du livre en ligne depuis 95 et 99, vous voyez quelques précurseurs sur la présentation, a contraint les indépendants à repenser leur pratique de travail, notamment le service à la fois culturel et marchand qu'ils rendent aux lecteurs. Le livre reste un marché de librairie. Voilà, juste les dernières répartitions. Un marché de libraire, mais un effet Amazon, de ce point de vue-là, c'est produit de mon point de vue. Deuxième constat, la faillite des chaînes culturelles, Virgin, Chapitre, et la réduction de l'assortiment de livres à la FNAC depuis les années 2000, pose également la question de l'offre centralisée et celle de la compétence des vendeurs, qui, dans ces grandes surfaces culturelles, ne sont pas, ou plus, ou partiellement responsables de leur assortiment. Libraires et observateurs ont fixé 2 axes de développement pour résister à Amazon et tirer parti des difficultés des grandes surfaces culturelles. Je peux les résumer ainsi: le renforcement du conseil et de l'animation, la librairie au fond comme lieu culturel, et deuxième point, l'offre de services en ligne. Je renvoie notamment à un texte publié dans Le Débat au début 2015 et rédigé par Denis Molin. Voilà quelques chiffres que j'ai passés tout à l'heure, la répartition des lieux d'achat du livre en 2014, ainsi que la progression avec quelques chiffres, la part des ventes en valeur passant par Internet, et ça concerne uniquement les livres neufs, on est en 18,5% pour 2014. Alors, je vais consacrer mon intervention à décrire rapidement les activités et les métiers des plateformes de vente en ligne, en m'appuyant sur le cas d'Amazon. Le but n'est évidemment pas de livrer une série de prescriptions aux indépendants pour concurrencer la multinationale. Il s'agit surtout, au fond, de mieux connaître le fonctionnement d'un pure player. Pour la vente de livres imprimés, je me consacre uniquement aux livres imprimés. Au-delà de ce qui a déjà été décrit dans des enquêtes journalistiques, le métier de préparateur de commande, le picker, c'est le titre de mon intervention, notamment par le biais du livre de l'enquête journalistique de Jean-Baptiste Mallet en Amazonie, paru chez Fayard en 2013. La question centrale de l'intervention, celle qui sera peut-être aussi abordée durant la discussion, au fond, si l'on observe les activités liées aux nouvelles conditions d'achat aménagées par Amazon pour le lecteur, y a-t-il quelques éléments à retenir pour le développement de la présence en ligne des librairies indépendantes? Donc je vais articuler mon propos autour de 3 points qui correspondent au fond aux 3 activités principales qu'on peut retenir. Établir les conditions générales de vente avec éditeurs et diffuseurs, premier point. Deuxième point, le travail logistique, le stockage et la préparation de commandes. Et enfin, troisième point, l'animation du site web avec les fonctions qui sont derrière. J'appuie cette courte intervention sur une enquête publiée en 2013 aux presses de Sciences Po. Donc une enquête documentaire et par entretien sur les librairies en ligne et sur les clients des librairies en ligne. Et l'un des résultats de cette enquête, c'était de montrer au fond l'essor d'un nouveau type de lecteur, le lecteur consommateur, que ces plateformes contribuent à construire. Un acheteur plus informé, plus exigeant, notamment sur les questions de délai de livraison, plus rationnel aussi, qui compare, qui revend, qui cherche l'occasion. Je m'intéresse depuis quelques mois là aux structures sociales du marché de l'occasion et en fait tout est lié dans les questionnements que je me pose depuis un certain nombre d'années. Et au fond, alors, tout est en nuance, un lecteur consommateur qui accorde toujours de la valeur à la compétence des libraires. Il n'y a pas de substitution dans les achats, bien entendu, mais également dans la tête des gens, si j'ose dire, dans la tête des lecteurs. Premier point, négocier avec éditeurs et diffuseurs. Alors,
on peut séparer deux périodes pour l'établissement des conditions générales de vente. Première période, au début des années 2000, où vous avez deux stratégies, au fond, des éditeurs et de leurs diffuseurs, concernant le niveau de la remise, établir le niveau de la remise. Taux de remise limité au début des années 2000 accordé par Hachette et Editis, d'un côté, et de l'autre, des éditeurs spécialisés, notamment ceux du secteur universitaire, Ellipse, Pearson, c'est quelques exemples, qui ont vite compris l'intérêt pour eux de ce circuit de vente. Ils vont attribuer jusqu'à 35 à 40% de remise et ils réalisent aujourd'hui plus du tiers de leurs ventes. Deuxième période, celle depuis quelques années au fond, où la réticence des débuts a disparu pour tous les éditeurs. De 36 à 40% de remise attribuée à Amazon et à d'autres, et parfois même au-delà quand certains éditeurs souscrivent ce qu'on appelle le programme Avantage pour des petits, des moyens éditeurs qui vont confier à Amazon l'ensemble de leur catalogue. Deuxième point dans cette première partie, établir également les conditions de vente de services facturés. Donc quelques exemples. Au fond, le détaillant a plusieurs revenus. La remise dont j'ai parlé, mais également une série de services facturés que vous connaissez en tant que pas forcément client, mais vous avez déjà navigué sur ces sites-là, les extraits disponibles, les dispositifs cherchés au cœur, feuilletage en ligne. L'enjeu pour Amazon, ça va évidemment de se rapprocher au maximum de ce qui lui manque, c'est-à-dire le contact physique avec le livre. Ces services rencontrent les intérêts des éditeurs, beaucoup ont souscrit à ces services, les boutiques également, des abonnements payés cash chaque année par les éditeurs pour valoriser leur catalogue sur le site, également être mis en avant sur telle ou telle page d'accueil, etc. Ce qu'on peut appeler le e-merchandising s'apparente à un système, le système des COG Practice inventé par la chaîne américaine Barnes & Noble, au fond qui consiste à louer des vitrines, des podiums, des présentoirs, des têtes de gondole pour faire la promotion, pour valoriser certains titres. Deuxième point, l'approvisionnement, le stockage, le traitement des commandes. Donc la chaîne logistique, ça paraît évidemment assez cohérent, la plus efficace, c'est le but est de répondre à la demande d'un nombre élevé de clients dans des délais réduits. On peut décortiquer plusieurs étapes dans cette chaîne logistique. L'approvisionnement par les distributeurs. Là, je vais souligner juste un point, c'est que si on reprend le schéma de la chaîne du livre, eh bien, entre le distributeur et les libraires, il y a évidemment toute une série de transports, de camions, etc. La plateforme Prism pour les indépendants. Et il faut retenir que pour le cas d'Amazon, le transport exclusif, il est quotidien qui relie les distributeurs aux entrepôts d'Amazon. Deuxième point, le stockage. On peut retenir aussi une caractéristique, c'est la singularité des indicateurs pour mesurer la pertinence du stock chez Amazon. Au fond, le stock n'est pas réinterrogé au moment de l'achat du livre, mais à la consultation de la page. C'est-à-dire que, par exemple, un enseignant d'université va prescrire un manuel de droit à un amphi de 5 ou 600 étudiants qui vont tous évidemment rentrer chez eux et le commander, ou consulter la page uniquement, eh bien la capacité la pertinence du stock va être mesurée à ce moment-là, avant l'achat. Voilà. Donc l'idée c'est de maintenir la capacité de pouvoir répondre à la demande et éviter l'abandon de commande, l'abandon du panier. Troisième point qui est peut-être l'étape la plus médiatisée de la chaîne logistique, c'est la préparation de commandes, donc le picker qui, au rythme du travail effréné, distance incalculable à parcourir dans les entrepôts, rythme imposé, surcharge de travail, contrôle informatique fréquent, etc., qui génère des conditions de travail très difficiles. Et de l'autre côté, là c'est du côté du travail, mais du côté de l'emploi, un turnover, un recours au CDD, à l'intérim, notamment pendant les périodes des fêtes, qui ne facilite pas la critique collective et le syndicalisme. Enfin, dernier point qu'il faut, à mon avis, retenir également, c'est l'expédition. Amazon représente un quart de l'activité colis de la Poste. Ce chiffre-là, en volume, ce chiffre-là devrait peut-être évoluer ces derniers temps, puisque Amazon est en train d'acheter au 1er janvier 2016 les 100% du capital de la filiale colis privé, entreprise colis privé, et donc désengager une partie de ses activités de la Poste. Troisième point, l'aménagement de nouvelles conditions d'achat. Alors ça renvoie, si j'ose dire, à l'intervention de vendeurs de livres d'un nouveau genre, des développeurs, des ingénieurs informatiques qui viennent travailler le marché, comme on dit en sociologie de la consommation, en animant le site et en créant des dispositifs marchands pour le lecteur. Alors on va voir quels sont ces dispositifs marchands et quelles fonctions ils remplissent. Trois fonctions de mon point de vue: informer, anticiper la demande et protéger le consommateur.
une base de données bibliographique quasi exhaustive, moteur de recherche. Il y avait les cahiers de la librairie, je crois, il y a quelques années, où il y avait un passage qui montrait au fond que les gens consultaient davantage le moteur de recherche marchand, qui vend des liens publicitaires aussi, à d'autres entreprises, beaucoup plus que le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Donc une information marchande, la recherche de l'internaute aussi contribue à perfectionner cet outil-là de recherche. Deuxième dispositif marchand, des comparateurs de prix pour le marché de l'occasion. Amazon a dans son escarcelle Bookfinder qui vous permet effectivement de trouver quel détaillant en ligne va vous donner accès aux livres d'occasion le moins onéreux. Une offre personnalisée qui est générée également par des achats passés et la navigation du client et celle des autres internautes. Donc toute une série de dispositifs de marketing relationnel qui cherchent à anticiper une demande en ciblant goût et préférence avec du conformisme, mais aussi parfois avec une certaine originalité. Donc une navigation qui s'inscrit dans la lignée de ses choix intérieurs, le conformisme, mais aussi dans la prise en compte de décisions d'un ensemble d'inconnus. Ça, peut-être qu'on pourra en discuter, mais on est dans le conseil d'autres clients et dans une relation plus horizontale qui est, on l'a déjà vu, transposable en librairie. Des avis de lecteurs, donc qui contribuent là aussi bénévolement à la promotion du livre, malgré tout, qui visent à protéger l'internaute des risques du marché. C'est-à-dire qu'au fond, le jugement profane tente en tout cas de réduire l'incertitude quant à la satisfaction tirée de la consommation d'un bien singulier, un bien dont on ne sait pas si avant la consommation, si j'ose dire, eh bien on sera satisfait ou non. Alors là aussi, il y a eu quelques travaux d'économètres américains qui montrent que les contenus qui sont rédigés par les internautes ne reflètent pas du tout l'avis de tous. Dans le profil, si on regarde le profil des rédacteurs d'avis sur Amazon, 70% sont des hommes, des diplômés plus, 50-60 ans, et pour beaucoup sont écrivains, enseignants ou éducateurs. C'était le résultat d'une enquête américaine de 2011. Moi, ce que j'ai pu voir dans l'entretien que j'ai mené avec un certain nombre d'adeptes du commerce en ligne, c'est que les gens les prennent en considération. Ce qui ne veut pas dire, c'est qu'ils n'y mettent pas de critique, évidemment. Je me doute bien que ce sont des gens de la maison qui les écrivent, disait l'un des enquêtés. Les contenus éditoriaux sont également pris au sérieux par les éditeurs. Des gens d'Amazon me disaient que certains appelaient pour demander de virer un commentaire. C'est pas possible, sauf si ça tombe sous le coup de la loi, disait l'un des cadres d'Amazon. Cette critique profane, la valorisation de cette critique profane qui est une invention d'Amazon, le système avis plus étoile, créé au fin des années 90 par Amazon et aujourd'hui dupliqué sur les hôtels, les restaurants, etc., ce double chez Amazon se complète d'un projet de proposer des critiques rédigées par des professionnels, des leaders d'opinion, auteurs, journalistes, universitaires, dont le jugement s'avère parfois déterminant. Et au fond, cumuler la critique profane et la critique professionnelle, c'est ce qu'on pourrait retrouver, ce qu'on retrouve parfois dans des librairies indépendantes qui développent ce même espace de critique, les coups de cœur du libraire associés à l'avis de fidèles clients. L'idée d'associer le client au travail de prescription, le faire appartenir à la librairie, laquelle légitime les choix de lecture, mais aussi ses jugements. Au fond, ça revient à reparler, et on n'en parle peut-être pas suffisamment, de l'un des atouts principaux des libraires indépendants, c'est leur fonction identitaire. La fonction identitaire qui sert, la librairie, comme le musée, la bibliothèque, bien entendu, la médiathèque, sert de cadre à la définition du profil culturel de chacun. Et je pense qu'aux côtés de ces missions que chacun a en tête, l'accueil, la sélection de l'offre, la mise en scène de l'offre, l'animation, le conseil, la vente, je pense que son atout, cette fonction identitaire, c'est ce qui évidemment distingue les indépendants des plateformes et même des chaînes et même de la FNAC. Mais je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut, de mon point de vue, appuyer. Juste pour vous montrer, c'était évidemment un choix tout à fait au hasard d'un ouvrage édité aux presses de l'ENSIB, un exemple d'avis et d'évaluation qui interroge la qualité de l'évaluation sur Amazon, puisque ce livre-là, qui est paru il y a quelques années, remporte 5 étoiles, mais un commentaire, je ne sais pas si vous pouvez le lire d'ici, totalement curieux, puisque donc 5 étoiles, et le commentaire dit ceci: même si le sujet bizarrement abordé dans ce livre est plaisant à la lecture, ce livre est plaisant à la lecture, même s'il ne contient pas toutes les informations que l'on aurait souhaitées sur le sujet.
Donc voilà, on est un peu déstabilisé par l'évaluation. Pour quelques mots, pour conclure, donc on n'est pas, comme je disais en introduction, dans le côté de concurrencer avec la livraison à domicile la plateforme, et on voit à travers certaines initiatives qui ont déjà quelques années que le positionnement actuel ne concerne pas cette livraison à domicile, mais plutôt sur le retrait en magasin. Plusieurs sites, plusieurs plateformes le proposent, et je pense que plutôt l'enjeu qui apparaît essentiel, c'est l'appropriation par les indépendants des nouvelles technologies. Au fond, pour communiquer, donc les conseils de lecture, la visibilité de l'assortiment, les tables thématiques, retransmission des animations, on peut voir l'exemple de Mola qui retransmet sur YouTube, sur Dailymotion ses conférences, ses rencontres avec les auteurs, faire exister la librairie hors les murs. Et proposer également une offre adaptée à travers l'analyse des achats par la carte de fidélité et par la navigation sur le site de la librairie. Renforcer la découverte, mais cette fois par le site de la librairie. Alors, ces orientations-là qui nécessitent évidemment des investissements lourds pour des commerces aux résultats nets très faibles. Et il faut souligner, pareil pour renforcer l'animation, il faut avoir en tête évidemment les conditions économiques inégales entre libraires, les moyens inégaux. Et deuxième point, la nécessité de savoir-faire issus de l'informatique, du marketing digital, non dispensé actuellement dans les formations métiers du livre, dans les formations de libraires. Peut-être que ça attirerait d'autres profils étudiants en informatique ou en statistique pour créer et animer ces sites. Juste un point pour terminer, l'appropriation des nouvelles technologies pour le commerce du livre pourrait peut-être contribuer à répondre aux défis générationnels des librairies, où le rapport Moati de 2013 montrait que 42% de leurs clients et même 52% des plus fidèles étaient âgés de plus de 50 ans. Donc voilà quelques éléments pour ouvrir la discussion à partir du texte que j'avais transmis aux organisateurs. Merci. Bonjour. Merci Vincent de cette présentation. Je vais juste me présenter parce que ce n'est pas mon nom qui apparaît dans vos livrets. Je suis Nina Stéphan, je suis chargée de mission, entre autres, sur le numérique au syndicat La Librairie Française. Je remplace Guillaume Husson qui a eu un empêchement de dernière minute. Nous avons été invités, Rémi et moi, à une discussion ensemble, donc je préférerais ne pas monopoliser la parole pendant les 20 minutes qui viennent, mais bien au contraire engager cette discussion. Il y a une chose qui me frappe dans la présentation qui vient d'être faite, outre l'éternelle opposition Amazon et libraires indépendants, voire même sans aucune attaque contre vous, Vincent, pauvres petits libraires indépendants qui ont beaucoup de mal et qui vont bientôt mourir parce que le grand méchant Amazon leur fait beaucoup de mal. Je pense que Rémi, tu seras d'accord avec moi pour dire que nous sommes absolument opposés à cette présentation de nos métiers. Les libraires indépendants ne sont pas des pauvres petites choses fragiles qu'il faut impérativement protéger, mais bien des professionnels à la fois du commerce et de la lecture, qui avons tous les atouts nécessaires pour faire venir, voire faire revenir nos clients dans nos magasins. Rémi, tu en as mis un certain nombre en place. Je te laisse peut-être présenter et expliquer ce que tu as fait pour... D'accord. Je vais faire une rapide présentation. Donc, je suis Rémi Petit, je suis libraire. J'ai ouvert une librairie il y a 11 ans. Je ne venais pas du tout de ce métier. J'ai ouvert cette librairie et peut-être parce que je venais justement du monde extérieur au livre, je suis arrivé avec une vision assez intéressée sur les nouveaux médias. Internet existait déjà, mais je me suis rendu compte qu'en fait, au moment où moi j'arrivais dans le monde du livre, les libraires ne s'étaient pas du tout intéressés à ce sujet-là. Donc j'ai monté un collectif avec d'autres libraires, avec 6 libraires qui s'appelle Librest, qui réunit des libraires de l'Est parisien.
Ensuite, on a investi dans une structure de distribution qui s'appelle la Générale Librest et qui vend notamment des livres aux bibliothèques et qui anime également un site internet qui fédère aujourd'hui 2000 points de vente du livre en France qui s'appelle lalibrairie.com. Je fais juste une petite introduction et puis après on discutera. Ce que je voulais dire, c'est que on a souvent tendance à décrire le marché du livre comme étant un marché déclinant. Moi, en fait, j'ai une vision plutôt... je vais la simplifier, mais je vais dire en gros que le marché du livre, il est le même depuis 30 ou 40 ans. Ce qui a changé, c'est que les libraires, quand ils vendaient en gros un livre sur deux il y a 30 ans ou 40 ans, aujourd'hui, ils en vendent un sur 4. Comme ce sont ceux qui ont, je dirais, probablement la voie qui porte le plus loin, on a l'impression effectivement que le marché décline. C'est simplement que les libraires ont raté l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, il y a 4 intervenants. En gros, un livre sur 4 est vendu par les hypermarchés. Un livre sur 4 est vendu par les grandes surfaces culturelles. Un livre sur 4 est vendu par des libraires. Et un livre sur 4 est vendu sur Internet. Alors, on comprend bien que les libraires ne sont pas tellement concernés par la grande distribution et par les grandes surfaces alimentaires. En revanche, sur Internet, il n'y a aucune raison pour laquelle, à l'intérieur de ce marché de vente de livres sur Internet, finalement, Amazon récupère 80% de part de marché. En fait, c'est ça le véritable drame, c'est que les libraires ne se sont pas du tout intéressés à ce sujet en considérant qu'effectivement, c'était pas du tout, ça les concernait pas, que c'était un marché à part entière. Or, toutes les études montrent, elles le montraient peut-être un peu moins avant, elles le montrent aujourd'hui, tout le monde est multicanal. C'est la même personne qui achète le matin des livres, éventuellement dans un relais H s'il prend le train ou s'il prend le métro. C'est la même personne qui, à l'heure du déjeuner, va aller dans une librairie. C'est la même personne qui, le soir de chez elle, va commander des livres sur Internet. Et c'est la même personne qui, le week-end, va acheter des livres en allant dans un hypermarché alimentaire. Et en fait, je crois que c'est véritablement ça qui a bouleversé la donne. C'est l'arrivée d'un nouveau circuit de distribution sur lequel les libraires ne s'y sont pas intéressés. Donc ils ne sont pas du tout en train de mourir, ils sont juste en train de payer leur aveuglement par rapport à une nouvelle technologie qui est arrivée il y a 15 ou 20 ans. Alors, maintenant, ils essayent de rattraper le retard, et comme ils partent effectivement avec plusieurs longueurs de retard, ils font un certain nombre d'erreurs. La première erreur que les libraires ont fait, c'est qu'ils ont raisonné comme dans le monde physique. Ils se sont dit, OK, je vais aller sur Internet, je vais faire un site Internet. Et la plupart des grosses librairies ont monté un site Internet à leur nom, parce qu'effectivement, ils n'imaginaient pas de faire autrement. Or, dans le monde physique, on peut être le champion de sa rue, le champion de sa ville, le champion de sa région. Pour autant, sur Internet, on reste un nain. Et on le voit, puisque aujourd'hui, quelles que soient les initiatives des libraires, la librairie dans sa globalité représente 5% de la vente de livres quand on prend la part de marché de livres vendus sur Internet. Ce que n'ont pas compris les libraires, ce qu'ils ont encore du mal à comprendre, c'est que pour aller sur Internet, c'est plus malin, c'est plus pratique, c'est plus économique, c'est plus efficace d'y aller en mutualisant ses forces. Mais ça, c'est très compliqué parce qu'un libraire, c'est un entrepreneur. En général, il a monté son entreprise, il ne veut pas forcément mélanger avec les autres. D'ailleurs, on le voit bien, il y a beaucoup de librairies qui portent le nom de leur fondateur, donc on est quand même sur des gens qui sont centrés sur leur activité. Donc le fait de mélanger et d'y aller à plusieurs, que ça soit une aventure collective et non pas une aventure individuelle, ça a été très très compliqué et ça l'est encore aujourd'hui. Et je pense que finalement c'est ça qui fait la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est de la manière dont je décrirais effectivement le marché. Juste un point maintenant pour expliquer que, en fait, notre métier n'a pas spécialement évolué, puisque je reviens sur le titre de l'intervention, c'est la vente de livres papier à l'heure du numérique. Ce qui a évolué, c'est qu'en fait, maintenant, il faut qu'on soit multicanaux. C'est-à-dire que d'une librairie physique, il faut qu'on envisage une librairie connectée. Et une librairie connectée, ça veut dire une librairie qui soit connectée avec ses clients, une librairie qui soit connectée éventuellement avec ses collègues, une librairie qui soit connectée avec ses fournisseurs. En fait, finalement, l'arrivée d'Internet n'a pas changé grand-chose sur la vente de livres. Ce qu'elle a changé, c'est dans l'accès aux livres. C'est-à-dire que, moi, je crois que ce qui a changé le plus, c'est le temps, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que depuis que nous avons Internet et que nous avons accès à une information avec le bout des doigts, les gens veulent tout de suite. Et c'est en ce sens-là que Amazon
qui est arrivé, qui était objectivement un champion de la logistique, il s'est installé sur une situation où effectivement personne n'allait. Le marché du livre était un marché qui était relativement plan-plan, avec des délais de livraison qui étaient d'environ une semaine pour livrer une librairie quand elle commande un livre. Aujourd'hui, la chaîne du livre, elle n'a pas tellement bougé, mais il y a des intervenants qui en tout cas ont été plus malins et qui se sont émancipés des lourdeurs de la chaîne du livre. Voilà. Donc moi, avec ma petite expérience et ma petite aventure avec d'autres libraires, aussi bien pour Libresse qu'à travers de la librairie.com, c'est un peu ça qu'on essaye de monter, c'est-à-dire qu'on a essayé d'abord de connecter nos librairies vis-à-vis de nos clients, de façon à pouvoir finalement dialoguer avec elles 24 heures sur 24. On a essayé de communiquer entre nous, et donc on a mutualisé nos stocks de façon à ce que moi, dans ma librairie, avec mes pauvres 20 000 références, je puisse quand même prétendre en avoir plusieurs dizaines de milliers supplémentaires. Et en plus, on s'est doté d'une structure logistique où effectivement on a sous la main un certain nombre d'entrepôts qui nous permettent effectivement de combler les insuffisances de la chaîne de distribution du livre. Voilà, donc moi c'est un peu comme ça que je voudrais décrire ce qui change dans le marché du livre, c'est que finalement pas beaucoup de choses ne changent, si ce n'est ce rapport par rapport au temps et donc des conséquences en matière de logistique. Finalement c'est ça qui change vraiment, et c'est ça où les libraires ont vraiment de grandes difficultés pour rattraper cette histoire de temps. Voilà. Comme souvent, je suis d'accord avec toi dans la globalité et pas d'accord sur un certain nombre de détails, entre autres parce que je te trouve extrêmement dur. Vincent l'a évoqué, nous avons dans la librairie un certain nombre de problématiques qui font que oui, effectivement, on a raté le coche il y a 15 ou 20 ans d'Internet, et en plus, après, effectivement, on s'est tous mis à faire nos propres sites Internet. J'ai envie de dire, comme on nous a dit, comme les différents consultants et les différents formateurs qui sont intervenus dans le métier à ce moment-là nous ont dit de faire, puisqu'il y a encore 5 ou 6 ans, les formations et les différentes interventions qui étaient faites étaient sur le thème « Faites votre propre site Internet, mettez en avant les spécificités de votre magasin, c'est votre magasin que les clients recherchent sur Internet ». On se rend compte que tu as raison, c'est pas notre magasin que les clients cherchent sur Internet, c'est le livre. Si on l'a en stock, on peut bien être à 300 km d'eux ou à 50 mètres. Ce qui compte, c'est notre stock. Ce qui compte, c'est effectivement notre capacité de mutualiser nos stocks, comme tu l'as fait avec Librest et comme l'ont fait un certain nombre des libraires, que ce soit avec la librairie.com, avec Place des libraires ou avec leslibraires.fr, qui sont aujourd'hui les 3 grandes plateformes sur lesquelles les libraires, j'ai perdu le mot, travaillent ensemble et mutualisent à la fois leurs compétences et leur stock. Donc le mot-clé va être stock dans cette intervention. Je t'interromps parce que sur le stock, en fait, moi je pense que ce métier, il y a 30 ans, effectivement, le métier de libraire, c'était de gérer un stock. Il y a encore beaucoup de libraires qui pensent qu'aujourd'hui, le métier, c'est de gérer un stock. Je pense qu'en fait, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on doit gérer des flux. En fait, finalement, on s'en fout de savoir si on a le livre ou pas dans la librairie. Ce qui compte, c'est de pouvoir répondre à une demande d'un client, sachant qu'il peut s'adresser à nous par différents canaux. C'est de pouvoir répondre à sa demande dans un délai ultra court. Donc, c'est ça la mutation qu'on doit avoir. Moi, je ne parle plus de stock, je parle de flux. Alors, ça fait un peu bizarre, effectivement, parce qu'un libraire, il construit son identité, la manière dont il est perçu par son magasin et les livres qu'on voit concrètement dans sa librairie. Et on est dans un monde plutôt qui n'a pas encore mis le doigt dans la décroissance. Donc aujourd'hui, un libraire, plus il va bien, plus il grandit, plus il a de livres dans sa librairie, et plus effectivement il se mesure et il se compare par rapport à ses collègues, par rapport à la taille de son stock. C'est le seul critère pour évaluer, pour se comparer entre libraires, c'est la taille de leur stock. Ils ne regardent que ça, depuis 30 ans ou 40 ans. C'est, à mon avis, effectivement, ce mode de lecture qu'il faut changer. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est en combien de temps je suis capable de satisfaire un client, quel qu'il soit. Oui, pour le coup, c'est une donnée qui, d'une, varie grandement d'un endroit à l'autre.
C'est pas pour rien que ton entrepôt est à 50 mètres de ceux des distributeurs principaux. Je pense que les libraires, que ce soit les libraires lyonnais, voire les libraires de régions plus reculées, ont plus de difficultés que toi à être livrés en 12, 24, voire 48 heures. Et surtout, c'est une donnée qui n'appartient pas intégralement aux libraires. Et même si les libraires sont dans des négociations pour justement demander ces livraisons en 24, voire 48 heures maximum, nous n'y parvenons pas avec tous nos fournisseurs. Non, mais je veux pas que ça se transforme en querelle entre nous. Ah bah non, c'est pas le but, au contraire. La perception différente, c'est que moi, je pars du principe que ce que je ne peux pas avoir, je vais le construire moi-même et je ne le réclame pas à d'autres. Et très, très concrètement, ce qu'on a mis en place dans la région parisienne est transposable en un mois pour exactement de la même manière sur la ville de Lyon et sur un certain nombre de grosses agglomérations en France. C'est-à-dire que si nous attendons, c'est de la même chose, on peut parler du même cas qu'Amazon. Si on attend que la situation soit réglée sur le plan législatif, on en a pour 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc moi je pense que la meilleure manière par rapport à Amazon, c'est de faire mieux qu'Amazon tous les jours et de ne pas se plaindre et surtout de ne pas culpabiliser nos clients quand ils vont sur Amazon. Donc là c'est pareil, c'est-à-dire que dans le monde du livre, on a un peu la tendance à aller voir le ministère de la Culture, à réclamer, à faire des listes au Père Noël, à attendre les élections et faire effectivement aller voir les futurs élus pour leur demander des choses, etc. Certes, on a eu la loi qu'on appelle fort mal habilement la loi anti-Amazon. Pour autant, c'est pas ça le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est comment les libraires se prennent par la main et sont capables d'inventer des solutions qui peuvent être collectives, etc. Je pense que c'est plus ça que j'ai envie de faire passer comme message en disant la situation, elle n'est pas perdue, mais pour autant, la solution, c'est nous, on va se relever les manches et on va la trouver, mais elle ne tombera pas du ciel. Et elle ne tombera pas ni des pouvoirs publics, ni de tout d'un coup les éditeurs qui eux-mêmes sont concurrents entre eux se tirent la bourre et finalement nous voient, nous, comme simplement un circuit de distribution parmi d'autres. Donc je ne suis pas du tout pessimiste, je suis même plutôt optimiste, mais je pense que ça se conquiert par une forme d'engagement. Et pas en attendant des solutions. Mais je pense que, et en Rhône-Alpes et à Lyon, on est particulièrement bien placé pour en parler. Je crois qu'en plus, quelqu'un est en train de le rajouter sur le pad, juste au moment où j'en parle. Je trouve ça assez merveilleux. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes dans ma tête en ce moment, c'est génial. Les libraires se sont regroupés, ils ont fait un portail régional qui s'appelle Chez mon libraire, qui fonctionne très bien, qui permet aux gens, oui c'est bien ça, c'est merveilleux, qui permet à n'importe quel client de se connecter, de savoir dans quelle librairie son livre est disponible et d'aller le chercher. Alors il manquera toujours une étape qui est l'étape de la livraison à domicile, puisqu'on pourra toujours dire oui alors moi j'habite au fin fond de la vallée de la Zergue, excusez-moi je suis lyonnaise alors je profite de ma connaissance étendue du territoire. J'habite au fin fond de la vallée de la Zergue et donc pour aller dans une librairie c'est compliqué, je voudrais le recevoir chez moi. C'est quelque chose qui manque à ce portail. Pour le reste, on y est, on a mutualisé plus de 100 librairies de la région qui travaillent ensemble pour fournir aussi rapidement qu'Amazon les livres à leurs clients. Tu dis que le modèle de Librest est transposable, j'aurais envie de te répondre qu'il est transposé déjà dans un certain nombre de régions. Et je m'en félicite. Juste, si vous me permettez, je voudrais revenir sur un point qui permet de quitter l'opposition indépendant Amazon et qui revient aussi à parler de la mutualisation des stocks. Il y a quelque chose dont je n'ai pas eu le temps de parler dans mon intervention, c'est les marketplaces. Les marketplaces, au fond, c'est quand des particuliers ou des professionnels vendent sur Amazon, sur Snack.com, sur Price Minister, mettent en ligne, si j'ose dire, leur assortiment, en visibilité numérique leur assortiment, et tirent évidemment une partie de leurs revenus. Alors, il y en a évidemment des indépendants, des gros indépendants de l'Ouest de la France, ça va être 15 à 20% de leurs revenus. Donc là, pour le coup, le caractère indépendant d'une librairie, là aussi, est remis en cause. Et ça peut être évidemment des particuliers pour arrondir les fins de mois, etc.
Ce qui est intéressant dans le marketplace, on le voit très bien pour l'occasion, on le voit aussi pour les livres neufs, c'est que Amazon repose sa rationalité des stocks sur ses marketplaces. Pourquoi? Parce que quand Amazon n'a pas en stock le livre neuf, je parle du neuf uniquement, dans ses stocks, eh bien, d'autres vendeurs à qui elle ponctionne 15% de la transaction, à qui elle ponctionne évidemment un abonnement mensuel ou annuel, etc., eh bien, puise dans le stock de ce particulier ou de ce professionnel. Donc je pense que la marketplace vient aussi a aussi son importance dans ces flux dont vous parlez. Pour moi, ça démontre que Amazon est bien plus malin et clairvoyant que nous, parce qu'ils ont mis en place cette solution-là il y a 15 ans, alors que nous, on en était encore à se demander si on allait aller sur Internet. Ils en étaient, eux, déjà, à se dire non seulement on est sur Internet, mais quand même, ça serait plus malin si on n'avait pas à gérer des stocks. Donc, effectivement, c'est eux qui ont inventé la notion de marketplace, avec un modèle qui est effectivement très malin, puisqu'il s'appuie sur les stocks d'un certain nombre de leurs partenaires. Alors, ça peut être, effectivement, comme vous disiez, des particuliers, très bien. Ça peut être des libraires. Eux, je pense qu'effectivement, vu le modèle économique qu'il leur a proposé, ça me paraît un peu aventureux. Et en plus, je pense qu'ils sont un peu en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Mais pour autant, effectivement, les marketplaces ont trouvé leur voie. Ça permet effectivement de s'appuyer sur l'ensemble des livres qui sont un petit peu partout en France. C'est extrêmement pertinent. Donc nous, à notre mesure, on a essayé de faire de cette même manière à travers notre site mutualiste qui s'appelle lalibrairie.com, où effectivement, on a une combinaison entre le stock du libraire, quel que soit l'endroit où il est implanté, et un stock centralisé. Et donc si le livre il est commandé et retirable à tel endroit, on le prend là plutôt que de l'envoyer. Voilà, donc on essaye d'aller là-dedans. C'est extrêmement malin. Et peut-être aussi un point, qui achète ces livres en ligne? Parce que c'est aussi une question que vous avez soulevée tout à l'heure, je ne sais plus qui des deux. C'est-à-dire que dans le rapport Moati, sur les clients... Les fidèles des indépendants, les fidèles clients des libraires indépendants n'y réalisent que 44% de leurs achats. Donc effectivement, 50% dans cette étude, 50% des clients des librairies, c'est une enquête qui a été faite en sortie de librairie. Donc 100% des gens qui sortent d'un magasin qui s'appelle une librairie. 50%, et c'était il y a 2 ans ou 3 ans, 50% des clients déclaraient avoir allé acheter un livre sur Internet dans les 12 derniers mois. Un acheteur sur 2. Et c'était des clients fidèles de la librairie. Et d'ailleurs, quand on leur pose la question, ils disent oui, je suis fidèle à ma librairie. Eux, le fait d'aller acheter sur un autre canal, c'est pas une notion d'infidélité, c'est une question d'usage. C'est-à-dire que je commande un livre au moment où j'en ai besoin. C'est plus simple aujourd'hui de commander un livre avec mon smartphone au moment où on m'en parle, plutôt que de prendre mon papier et mon crayon, de noter, tiens, demain matin, il faudra que je passe à la librairie pour effectivement prendre ce bouquin-là. Voyez-le, vous le voyez avec... peut-être pas ma génération à moi je le vois avec mes enfants, ils font tout avec leur téléphone. Donc le geste de noter est le même geste que d'acheter. Et donc c'est pour ça, entre autres, que effectivement les achats en ligne se développent. C'est pas parce que les gens sont forcément veulent encourager la vente en ligne, c'est parce que c'est devenu extrêmement simple avec 2 clics. Effectivement, donc les clients des indépendants sont partout. Et alors, qui achète en ligne, juste je termine là-dessus, c'est évidemment pas du tout la fausse idée, c'est le lecteur perdu au fond de l'Aveyron, etc. Non, c'est le Parisien, le domicile dans une grande agglomération, en région parisienne, à Lyon, autour de Lyon, etc. Des diplômés également. Alors là, on peut croiser évidemment avec les statistiques sur les grands lecteurs, les grands acheteurs de livres, mais on a un phénomène qui est urbain finalement. Très urbain. Très urbain, mais en même temps, ça recoupe aussi d'ailleurs les statistiques d'achat de livres. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on achète en moyenne plus de livres dans les villes que dans les zones rurales. Et effectivement, et je crois que l'endroit où on achète le plus sur Internet, je crois que c'est le 6e arrondissement. Je vais poser une question bête. Est-ce que c'est un mal que ces gens achètent sur Internet? Moi, je trouve que c'est vachement bien qu'ils achètent des livres. Et que c'est à nous de faire en sorte que ce soit chez nous qu'ils les achètent, et donc d'être sur Internet et de leur permettre sur nos sites d'acheter avec leur smartphone, plutôt que d'aller toujours sur l'application Amazon. À nous de faire que nos applications soient aussi faciles d'utilisation et aussi attrayantes pour que on puisse récupérer ces achats d'impulsion, parce que c'est quand même... Le rêve, c'est un achat d'impulsion pour lequel ils n'ont pas besoin de venir en magasin.
Ils font ça à 2 heures du matin, depuis leur lit, en train de bouquiner un truc, et tiens, dans la biblio, il y a un bouquin qui me dit bien, ou alors je suis en soirée et j'ai un copain qui me dit écoute, j'ai lu ça, c'était vachement bien. Je photographie la couverture, je l'achète. Après, c'est pas que les achats d'impulsion, et je pense que ce qu'il y a, c'est que ça nécessite le fait qu'on soit capable d'élargir notre offre. Je vous donne 2 exemples. En fait, la plupart du temps, quand vous interrogez les gens, leur première expérience qu'ils ont eue sur Amazon, c'est parce qu'ils achetaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas trouver en librairie. Soit un livre numérique, et aujourd'hui, on va dire que l'ensemble des offres de vente de livres sur Internet, même par des libraires, proposent du numérique. Voilà, maintenant ça s'est fait, très bien. Et le deuxième point, c'est pour les livres en langues étrangères. Même à Paris, si vous voulez acheter un livre en allemand, c'est un cauchemar. Si vous voulez acheter en ligne, objectivement, c'est quand même plus simple de l'acheter sur Amazon. Donc nous, je vous rassure, on a lancé une offre il y a 3 mois maintenant, et on propose des livres dans 11 langues en VO, et ça va s'étendre. Mais je crois que c'est ça qui est perturbant, c'est que du coup ça nous incite nous à aller sur d'autres terrains, et objectivement moi mes libraires ils sont pas du tout compétents pour vendre des livres en langues étrangères, donc c'est ça qui est compliqué, de la même manière que moi j'ai du mal de temps en temps à expliquer à mes libraires qu'une partie de leur métier c'est effectivement de traiter des commandes en ligne, de pas considérer qu'effectivement ils doivent être 100% dédiés au magasin et au tête-à-tête avec des clients, mais qu'il y a d'autres aspects. Donc ça nous incite aussi à aller sur d'autres terrains. Et après, c'est ça qui est compliqué. Il y a des libraires. Je me souviens quand on avait présenté l'étude de Moati, il y avait un libraire, quand on avait déjeuné, qui disait « Mais moi, de toute façon, j'ai pas choisi ce métier pour aller vendre des livres sur Internet. » Ok, bah, très bien, mais en même temps, il aura probablement plus de difficultés que moi dans 10 ans ou dans 20 ans. Quoi. Enfin, moi, dans 20 ans, je serai à la retraite. Non, il y aura plus. Et en même temps, Vincent a parlé de peut-être la solution à ça, qui est de faire évoluer la formation des libraires là-dessus. Alors vous avez parlé, Vincent, principalement de la formation initiale, mais je pense qu'on peut parler aussi de la formation continue. Alors il y a un travail qui est fait en ce moment au ministère autour de la formation des libraires. Donc c'est un work in progress. Il faut voir la manière dont ça va évoluer, mais je pense effectivement que c'est problématique à la fois de vente sur Internet, mais même, comme le disait Vincent, de travail spécifique sur le site. Alors bon, peut-être pas des développeurs. Sur votre document, vous parliez de développeurs front et back-office. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a potentiellement des prestataires qui peuvent le faire pour nous. Mais par contre, des formations sur le marketing en ligne, des formations sur les meilleures manières de vendre et aussi d'approvisionner rapidement pour pouvoir livrer rapidement nos clients sont des choses qu'il va falloir mettre en place, qui auraient déjà dû être mises en place et qui vont nous permettre d'avancer. Mais c'est aussi une richesse que d'avoir encore des champs à explorer. Alors, il va falloir qu'on se dépêche, oui, ça oui. Effectivement, il va falloir qu'on se dépêche. En même temps, moi, je vais vous donner la manière dont je le perçois dans ma librairie. Moi, donc ma librairie est connectée, hein, donc avec des commandes qui arrivent à partir de plusieurs sites internet, avec voilà tout ça. Aujourd'hui, la vente, disons que le chiffre d'affaires lié à la connexion de la librairie, c'est presque 10% de l'activité, très bien. Pour autant, il y a de moins en moins d'ordinateurs dans ma librairie, et il n'y en a pas en tout cas en magasin. C'est-à-dire qu'il y a 2 ordinateurs qui servent de caisse. Autrement, il n'y a pas d'ordinateur, et moi je pars du principe que à chaque fois qu'un client nous verra en train de répondre à sa demande avec un ordinateur, il sera en train de se dire finalement je peux faire la même chose chez moi sur Internet. Donc c'est un vrai paradoxe, mais en tout cas moi je gère ce paradoxe, c'est que j'enlève des ordinateurs entre le client et les libraires, on rajoute de plus en plus de connectiques, mais il faut surtout que ça ne se voit pas. Donc moi, en revanche, je pense qu'en termes de formation, je ne suis pas forcément demandeur d'avoir des formations spécifiques pour les libraires, surtout pas en tout cas pour administrer les sites, parce que ça, je pense que ça doit être fait de manière mutualisée. Hein. Gérer un site, c'est un gros boulot, donc si chacun des libraires se met à gérer son site, il va faire plus que ça. Je pense que, en fait, moi je fais juste de l'accompagnement de mes libraires pour qu'ils comprennent effectivement que c'est un média supplémentaire. Donc,
il y a eu le téléx, après il y a eu le fax, après il y a eu le mail. Bon, ben maintenant, il faut effectivement intégrer que le web et donc recevoir des mails avec des clients qui nous font des commandes. Franchement, je préfère recevoir des commandes sur Internet le samedi après-midi plutôt que le téléphone sonne. Moi, quand le téléphone sonne le samedi après-midi, je dis à mes libraires, ne répondez pas. Priorité aux clients qui sont dans le magasin. Donc, l'avantage d'Internet, c'est que c'est asynchrone. Vous recevez des choses au fil de l'eau, vous les gérez quand vous voulez. Mais effectivement, c'est bien plus pratique pour un magasin que de recevoir des commandes sur Internet que d'avoir des coups de téléphone. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Alors, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait quelques réactions et débats de gens qui sont dans la salle d'ailleurs, que je connais, malgré leur pseudo. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires ou n'hésitez pas. Oui. Oui, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup là sur les mutualisations, les librairies de Paris-Est. Et sur Librest, je voudrais revenir et poser la question. Je crois que vous faites une analyse très très juste des stratégies digitales à développer aujourd'hui pour les libraires. Et la taille du catalogue compte beaucoup. Vous avez abouti effectivement à un catalogue élargi en réunissant les forces de plusieurs libraires. Maintenant, je me pose la question de l'envoi par la poste. Comment vous faites ? 100% des livres que nous vendons sont des livres que l'on retire dans nos librairies. Nous savons parfaitement livrer des choses par la poste. Je pense que c'est suicidaire pour un commerçant qui paye un loyer de livrer les gens chez eux. Qu'ils commandent de chez eux, je le conçois parfaitement. Qu'on les livre chez eux, je pense que c'est suicidaire. Alors, effectivement, avec Librest, la vocation du site est en fait, depuis qu'on s'est intéressé au sujet Internet, on a toujours considéré qu'Internet était un moyen de rendre service à nos clients. Donc, le service qu'on propose à partir de librest.com est un service où où on s'adresse à des gens qui sont autour de nos librairies, et c'est pour ça qu'on l'a étendu à la librairie.com, et c'est pour ça qu'on a développé le réseau la librairie.com, parce qu'au début on était quelques centaines, et que les gens nous disaient c'est vachement bien votre initiative, mais il faut que je fasse 37 km pour aller chercher mon livre. Donc on a développé ce réseau, on l'a d'ailleurs développé en fédérant pas seulement des libraires, mais aussi des marchands de journaux, initiative qui n'a pas été comprise d'ailleurs par les libraires. Pour autant, les marchands de journaux, ça fait 30 ans qu'ils représentent 10% de la vente de livres. Moi, je pense que ce que je recherchais à travers ça, c'était un maillage. On en a 2000 aujourd'hui, on en aura 5000 dans 3 ans. Ce que je souhaite, c'est qu'à terme, notre site propose un réseau où tout le monde pourra aller chercher des livres à pied. Mais on sait le faire, parce on a d'autres activités où on vend, je vous dis, à des collectivités, à d'autres libraires, etc. Donc, en B2B, quand on vend à des professionnels, on sait envoyer des colis par différents canaux. On saurait le faire par la poste, on ne le fait pas simplement, c'est une posture. C'est-à-dire que... Non mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi j'ai choisi en tout cas d'avoir une posture et de dire je ne veux pas livrer des internautes chez eux, je vous donne tous les outils pour commander, en même temps, venez le chercher chez moi. Peut-être ça freine mon développement, mais finalement je suis très content. Mais vous dites ça, très bien. Moi je récupère ceux qui, en tout cas, rentrent dans mon modèle. En tout cas, mon positionnement identitaire est plus fort en faisant ça qu'en essayant de faire un MeToo d'Amazon. Il se trouve que moi, je viens du marketing avant, donc les années qui précédaient le fait que j'arrive dans la librairie. Je pense que c'est souvent l'approche qu'ont eu les libraires, c'est qu'en fait, ils ont voulu faire un MeToo d'Amazon. Et en fait, c'est plus pertinent de se dire c'est quoi nos spécificités et de dire je vais mettre en avant nos spécificités. Donc nous avons des magasins, nous avons construit ça. Après, chacun fait comme il veut, mais en tout cas nous, on a des centaines de commandes par jour, on ne livre jamais les internautes chez eux, et ok, on se coupe peut-être d'une partie des commandes, eh ben on peut se payer le luxe de s'en foutre. D'autres questions ou réactions ? Bonjour. Moi, c'était juste une réaction et peut-être un témoignage que je peux apporter. Dans ma relation au livre aussi, c'est que je suis gros acheteur de livres. Je suis bibliothécaire par ailleurs. Et disons, je suis gros acheteur de livres dans ma vie privée. Et j'achète 80% des bouquins sur les marketplaces pour les avoir à des prix d'occasion plus intéressants, les avoir livrés chez moi avec de la facilité et pas avoir... à faire 36 allers-retours, gérer tout ça par ailleurs.
Les 20% qui restent, je les achète en librairie ou en bibliothèque lorsque des libraires viennent accompagner des auteurs qui viennent faire des dédicaces. Quand je les achète en librairie, c'est parce que des dédicaces sont faites et que ça m'intéresse d'avoir une plus-value sur le livre que j'achète. Je suis prêt à le payer plus cher. Si l'auteur, je peux le rencontrer, je peux discuter avec lui, je peux avoir une griffe, une dédicace, un dessin. Voilà. Donc, c'était un témoignage que j'apportais dans le sens où il me paraît difficile pour les librairies à l'heure actuelle de trouver leur rôle face à Amazon qui est gigantesque, face aux bibliothèques qui finalement proposent aussi des actions culturelles autour des documents, des supports. Et peut-être qu'il y aurait des choses à réfléchir autour de quelle plus-value je peux apporter moi en tant que libraire à mon lecteur. Voilà. Alors vous avez donné une partie de la réponse, puisqu'effectivement la plus-value c'est avec le supplément d'âme que vous avez en y rencontrant des auteurs. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous les payez le même prix. Après, pour ce qui est du livre de l'occasion, vous avez raison, c'est le chantier auquel il faut qu'on s'attelle, c'est qu'on n'est pas présent sur ce secteur, c'est très compliqué. Il y a un libraire qui est présent dessus et qui le fait très bien. Pour autant, c'est aussi identitaire parce que dans la réalité, ils ne gagnent pas d'argent avec ça, mais effectivement, ils ont fondé leur image là-dessus. Il est clair qu'il va falloir effectivement qu'on s'intéresse de très près au sujet des livres d'occasion qui correspondent. Il n'y a pas de raison, il y a tout un tas de gens qui ne souhaitent pas forcément garder leurs livres ou en tout cas leur donner une deuxième vie. Et de l'autre côté, il y a des gens qui effectivement veulent les acheter moins cher. Vous avez raison. Il y a juste une chose que je voudrais dire par rapport à votre réaction. Je crois qu'il n'est absolument pas question d'opposer les librairies et les bibliothèques. Et pour moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait... c'est peut-être quelque chose de très candide de ma part, mais je ne vais pas chercher à travailler le modèle économique d'une librairie contre la bibliothèque, qui est la rue d'à côté, le quartier d'à côté, la ville d'à côté. Il y a une synergie entre les librairies et les bibliothèques qui s'adresse tout à fait au même public, mais certainement pas une concurrence. Ou alors, à nouveau, je le redis, c'est peut-être moi qui suis complètement candide là-dessus, mais pour moi, on travaille ensemble à un même objectif et certainement pas les uns contre les autres. C'est ce que j'ai... Enfin, vous m'avez demandé quel était vous nous avez demandé quelle était la plus-value de la librairie par rapport à la bibliothèque. Je suis pas sûr qu'il y ait une plus-value de la librairie par rapport à la bibliothèque ou de la bibliothèque par rapport à la librairie, à part que en bibliothèque vous empruntez le livre et en librairie vous l'achetez. On n'a clairement pas les... On a le même public et on a les mêmes rôles, c'est la diffusion du livre. On n'a pas peut-être pas les mêmes méthodes pour le faire, mais on le fait ensemble. Juste un point, ce que vous pointez dans votre intervention, en fait, c'est vraiment très fort. C'est-à-dire que parallèlement à l'essor du commerce en ligne, on a la multiplication d'événements, d'actions culturelles autour du livre. Et des éditeurs aujourd'hui, moi je vois ça par le biais de mes étudiants qui sont en apprentissage dans des maisons d'édition, en ésotérisme, en développement personnel, en tout ce que vous voulez. L'auteur, avant de signer son contrat, on doit lui demander s'il est d'accord pour faire des conférences, des rencontres, des séminaires, des formations, etc. Donc voilà, la perte de lien social, j'y crois pas. De l'autre côté, on a effectivement la multiplication de scènes sur lesquelles les auteurs rencontrent leurs lecteurs. Et parfois même vont aujourd'hui donner, je crois, lieu à des rémunérations, enfin voilà, à des formes de rétribution autres pour l'auteur. On a le temps pour une dernière question, rapide. Bonjour, oui, c'était plutôt un commentaire. Le premier, c'est que je continue d'être très surprise que des professionnels des bibliothèques, du livre, de la culture, des enseignants continuent d'acheter chez Amazon, d'un point de vue fiscal et des conditions de travail. Ça continue de me surprendre. J'ai beaucoup de collègues ou de profs ou d'auteurs qui vont d'abord sur Amazon. Bon, voilà, ça c'est un point de vue éthique. L'autre chose, ça va dans le sens des dernières questions, c'était, je trouve, la convergence du métier du libraire et du bibliothécaire est de plus en plus forte. Hein. On est du côté des flux, moins des stocks, la mutualisation. Et je me disais, comment aller un peu plus loin je ne sais pas, installer des librairies en bibliothèque ou on parlait vous parlez des coups de cœur ou
des coups de cœur profanes versus tout ce qu'on connaît sur la prescription, sur certaines plateformes ou d'autres. Et peut-être qu'on serait à un moment de convergence très intéressant, puisque ce sont les mêmes, c'est le même public, on l'a déjà dit, c'était le cas lors de tous les débats autour du droit de prêt. Et je pense qu'il y a sans doute, en termes vraiment de modèle économique, puisque c'est un terme qu'on utilise beaucoup, pour aller peut-être plus loin de partenariat, de mutualisation entre les bibliothèques et les libraires à inventer. Alors, c'est pas forcément un modèle économique, mais en tout cas, ça existe. Moi, je vois, au niveau de ma librairie et au niveau du groupement de libraires, on fait énormément de choses. C'est les mêmes clients. Très souvent, on a des gens qui rentrent, ça sonne avec le portail parce ils viennent de la bibliothèque. Donc, on a les mêmes clients. On a appris, on se voit très souvent. De temps en temps, nous, on va vendre des livres dans les bibliothèques quand il y a des auteurs qui viennent. On leur restitue, nous on fait des captations des rencontres qu'on fait dans nos librairies, on leur met à disposition les vidéos, etc. De plus en plus. Alors après, ça se fait au gré de chacun, mais il y a depuis longtemps et à différents endroits en France des gens qui ont compris qu'en tout cas ils avaient des destins communs et ils travaillent ensemble. Ça existe. Oui, j'avais juste une remarque. Une remarque rapide, on ne réglera pas la question maintenant, c'est sûr. Sur la formation, vous avez abordé cette question-là. Je pense qu'il faut quand même relever et souligner l'espèce de choc de culture qu'il y a entre l'univers du livre et ce que vous décrivez. Les étudiants qui s'inscrivent en formation métier du livre, moi quand je leur propose des cours d'e-commerce ou d'e-marketing, ils sont à 1000 lieues de cet univers-là et ils le refusent entièrement, ils ne viennent pas. C'est ce que vous disiez, un libraire qui vous dit « moi j'ai pas fait libraire pour vendre des livres sur Internet ». Et je crois qu'il y a un vrai travail de communication et d'explication autour de cette pratique de la vente de livres, parce que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que les gens qui s'inscrivent dans ces filières-là viennent chercher. Mais en développant les enseignements, on pourrait attirer de nouveaux profils, c'était ça l'idée. J'interviens pour ma part sur le livre numérique dans un certain nombre d'écoles, que ce soit l'INFL, l'Asfored ou plusieurs IUT. Pour vous donner un exemple très bête, ça fait 6 ou 7 ans que je le fais. Les premières années, généralement, au bout d'un quart d'heure de cours, le point Godwin était atteint. Et on m'expliquait que pour un libraire, vendre du numérique, c'était comme un Allemand qui aurait adhéré au nazisme dans les années 30. Je vous promets que c'est arrivé dans ma classe. Maintenant, j'attends 1h30, 2 heures, voire 3 heures de cours sur 7 heures. On commence à évoluer. Je pense que effectivement, les élèves qui s'inscrivent en métier du livre, que ce soit côté bibliothèque, côté édition, côté librairie, n'ont pas vraiment prévu qu'on allait leur parler d'Internet, de numérique et en même temps, de plus en plus le font. De plus en plus d'entre eux le font. De plus en plus d'entre eux, c'est même pas refusent d'aller, c'est au contraire demandent plus de cours sur le e-commerce, demandent plus de cours sur le numérique, demandent à comprendre le monde dans lequel ils vont se lancer. Ça ne veut pas forcément dire que demain ils vont vendre du livre numérique ou qu'ils vont ouvrir une librairie pure player. Ça veut juste dire que on cherche, pour nos métiers du livre, à avoir des étudiants. À mon sens, la première chose qu'on leur demande, c'est la curiosité. Et en fait, on y arrive, ils sont curieux de ces choses-là. À voir comment est-ce que nous, formateurs, on arrive à ferrer le poisson, l'expression est laide, mais c'est-à-dire à les amener à être plus que curieux, mais acteurs de cette partie technique de nos métiers qui se développent. Oui, bonjour. Je voudrais avoir votre avis sur les entreprises de streaming qui commencent à apparaître un peu partout en Europe et aux États-Unis. Mon avis tous les trois. Vas-y. Pour les livres numériques dont le modèle économique repose, enfin le modèle d'accès repose sur le streaming, c'est ça votre question? Il y a eu une actualité en tout cas du côté du médiateur du livre, de ce point de vue-là, mais ça je ne pourrais pas détailler, je ne suis pas un spécialiste de la question. Voilà, je peux vous dire que le streaming est peut-être l'un des modes d'accès et d'appropriation du livre numérique, mais bon, voilà. Moi, je ferais juste un commentaire. Ça prouve en fait la difficulté qu'on a à appréhender ce nouveau marché, parce que le streaming, en fait, en gros, on accède à des livres sans les acheter, et finalement, on s'aperçoit que ce qu'on ne sait pas bien commercialiser, c'est l'usage. Donc, effectivement, on arrive
on peut assez vite se projeter sur ce que ça donnera plus tard. En même temps, c'est relativement interpellant par rapport à un public comme vous, parce que finalement, le streaming, ça revient un petit peu au même que le principe du prêt en bibliothèque. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est inscrit, donc on peut imaginer on prenne un abonnement et ensuite on puisse regarder un certain nombre de livres, que ça soit limité, etc. Donc c'est en ça d'ailleurs que je crois que le numérique est un modèle très très compliqué à aborder pour les libraires, parce qu'il y a de grandes chances pour que ce marché, in fine, soit un marché dans lequel il n'y ait pas de transaction. Voilà.